Dat sei mir geschwiegen, weil ich wieder wissen hab's erzählt. Wie seht euch das die Bälle, was halt am Morgen glanzt, sie blitzt Nacht der Bäume, was sie fort verpflanzt. Oi, 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 Belz, meine Städter Belz, meine Heimat dort, wo ich all meine kinderische Jahre verbracht. C'est lors du colloque Affinity Therapy en mars 2015 que j'ai entendu pour la première fois Valérie Gay. Elle y témoignait sur sa vie auprès de son fils Théo, diagnostiqué autiste Asperger. J'ai tout de suite eu envie d'échanger avec elle, sur son histoire et sur tous ses choix. En effet, Valérie Gay n'a jamais souscrit aux méthodes toutes faites des spécialistes de l'autisme, bien au contraire. Elle a toujours soutenu son fils dans ses propres trouvailles, afin de faire avec le monde qui l'entoure, malgré son fonctionnement différent. Ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai pris contact avec elle, en lui proposant de témoigner à nouveau, mais cette fois-ci devant ma caméra. Elle a immédiatement accepté, avec tout l'enthousiasme et la bonne humeur dont son intervention au colloque de Rennes témoignait déjà. Valérie a des choses à dire. Peut-être parce que pendant de nombreuses années, elle s'est sentie seule et isolée face à la question de l'autisme de son fils, mais surtout parce que c'est une grande bavarde, qui aime échanger, transmettre, partager. Rencontrer Valérie Gay, c'est d'emblée comprendre qu'on ne va pas parler de l'autisme en tant que tel, mais de son fils, Théo, petit dernier d'une famille nombreuse, fan d'astronomie et de Minecraft. N'ayant plus ses preuves à faire en tant que mère, Valérie parle librement du parcours qui a été le leur, des bons moments comme des mauvais. Dès lors, c'est de son combat pour l'épanouissement de son fils dont j'ai souhaité que Valérie nous parle. Non pas de son combat contre l'autisme, mais de son combat pour son fils. Je m'apercevrai assez rapidement que le partage et la bienveillance sont une philosophie de vie chez elle. Philosophie qui touche également ses enfants et a orienté la famille dans les choix qu'ils ont faits pour Théo et pour eux-mêmes. La question n'a jamais été le diagnostic posé sur Théo, mais bien plutôt la manière dont ses proches pouvaient lui laisser toute sa place au sein de la famille, avec ses particularités, quelles qu'elles soient. Lorsque Théo est arrivé, qu'il a été tout bébé, j'ai pressenti que quelque chose serait différent avec lui. C'était de l'ordre animal presque, son rapport au corps était différent, il avait une manière de refuser mon intimité, il se jetait un peu en arrière, tout nourrisson quoi. Donc j'ai pas forcément mis des mots sur ce ressenti, ce malaise, mais je l'ai pressenti tout de suite. Et quand Théo est arrivé dans la famille, après la maternité, tout le monde l'a ressenti avec moi. C'était pas juste moi, ma peur éventuellement, puisque je l'ai eu à 40 ans. Non. Donc, quand Théo est entré dans la famille, on a tous eu conscience qu'il fallait être très attentif, qu'il y avait une forme de fragilité en Théo et qu'on était responsable de la manière dont il allait pouvoir vivre à travers cette fragilité. Ce qui est certain, c'est que c'était un enfant extrêmement attendu, qui a été adoré par tout le monde, un peu lumineux, mais terriblement colérique aussi, presque despotique même à certains moments. On l'a d'ailleurs prénommé Tsunami très vite, il avait quelques mois quoi. On a dû trouver immédiatement, sans se le dire, des ruses pour
pour arriver à le calmer, à faire que ses journées soient le plus paisibles possible. Mais de toute façon, on s'est adapté, donc on n'en parlait même pas forcément entre nous. On a juste fait très attention à lui, quoi. Donc il a appris à marcher très tôt, à 10 mois, je crois. Le jour de ses 10 mois, il marchait. Il était très tonique au niveau des jambes, quoique. Oui et non, parce qu'en fait, il tombait jamais, il était à l'aise, il montait sur les tables, les escaliers, mais en même temps, quand je l'habillais, il était comme un bébé. Il fallait que je tienne ses jambes, il n'y avait pas aucune tonicité. Pour mettre les chaussettes, c'était cauchemar. Le pied pliait, enfin, il était tout mou comme un nourrisson, quoi. Par contre, très hypotonique au niveau des doigts, il laissait tout tomber, voilà. Et puis au niveau d'une petite hypotonie labiale qui faisait que ses babillages étaient très spéciaux, ça faisait un peu extraterrestre, c'était très beau, quoi. Et puis il a appris quelques mots, c'était tout mignon, avec sa façon de dire, gâteau, clé, voiture, papa, maman, enfin bon, un gosse quoi, enfin c'était chouette, il rentrait dans la vie, quoi, c'était malgré ses colères, qui étaient quand même très présentes, quoi, on a appris à vivre avec, quoi. Et puis il a eu le Noël de ses 2 ans, lui il est du mois de janvier. Il y a eu une crise un peu particulière, il s'est brûlé la main sur un chauffage, et là sa réaction a été disproportionnée réellement, quoi. C'est-à-dire, bon, certes il avait mal, certes il avait de quoi crier et pleurer, ce qu'il a fait, mais son comportement a été vraiment particulier. On était abasourdis, il s'est mis à hurler en courant, on aurait dit l'exorciste presque, quoi. Enfin, vraiment, il jetait tout par terre, il tapait sa main contre les murs, il mordait sa main, il était comme possédé, enfin, on ne pouvait pas l'arrêter, c'était un petit bout, il avait 2 ans, quoi, il courait partout. On n'arrivait pas à le toucher. La nuit, il se réveillait, il se mordait la main, enfin bon, et là, on a parlé. Là, le mot handicap est venu dans la famille. On a dit, bon, là, c'est plus qu'un enfant un peu colérique, il y a forcément quelque chose d'autre. On s'est posé des questions, on a commencé à se dire, bon, là c'est sérieux, quoi, c'est autre chose. Der sei mir geschwiegen, weil ich wir wissen, als erzählt. Ensuite, ça a été très vite. Je pense qu'en 2 mois, 2 mois et demi, allez, on va dire au plus large 3 mois de temps, tous ses apprentissages ont dégringolé, il a tout oublié. Ça a été régression sur régression. Chaque jour, il y avait quelque chose, un oubli qui venait s'additionner au reste. Au lieu de progresser, il oubliait. Il a d'abord oublié les mots, très très vite. Il a oublié les mots, il a oublié le langage. Alors après, il pointait pour remplacer, pour ses désirs, et puis après, il pointait plus. Il pointait plus, il demandait plus, il s'est renfermé sur lui-même. Il nous regardait plus, il n'était plus du tout dans l'échange, il n'était plus avec nous. Il était ailleurs, dans une espèce de monde créé. Il regardait la lumière, il regardait ses doigts dans la lumière. Quand il y avait des raies de lumière, il mettait ses doigts, ça interagissait, ça lui suffisait. Puis il a commencé à se balancer, à ronronner, à faire des bruits de gorge qui semblaient plus ressentir au niveau des mouvements, enfin de ce que ça crée dans sa gorge plutôt qu'écouter d'ailleurs. Il n'aimait pas les bruits, donc il fallait qu'on baisse, on ne pouvait plus mettre de musique, baisser la télé, pas parler fort. Il était toujours les mains sur ses oreilles. Et puis surtout, on ne pouvait plus le toucher. C'était vraiment... On le regardait, je me souviens de soirées, on était tous là, assis, à le regarder, c'était notre occupation, à le regarder, en se disant qu'est-ce qui arrive à ce petit, quoi, où il est, où est-ce qu'il est, où il s'en va, comme ça, loin de nous, et pourquoi il ne veut pas qu'on le ramène à nous, et puis le suivre, mais le suivre où, puisqu'on ne savait pas où il était, on ne savait pas de quoi étaient composés ces moments de solitude, quoi, de terrible solitude, lui dans sa solitude et nous ensemble dans notre solitude, c'était terrible. On ne trouvait pas le lien avec cet enfant, et puis on ne savait pas où ça allait s'arrêter. Est-ce que ça allait continuer à dégringoler comme ça? Est-ce qu'il allait oublier de marcher? Est-ce qu'il allait redevenir un bébé? C'était terriblement angoissant, terriblement angoissant.
Mais ce qui est certain, c'est que on le regardait tout le temps. Enfin, je veux dire, on n'a jamais pensé qu'il était lui d'un côté et nous de l'autre. On s'est toujours dit qu'il était la priorité, très important, et que c'était pas à lui, à tout prix, de faire le chemin vers nous, mais qu'il fallait qu'on trouve une passerelle pour aller à sa rencontre, pour voir ce qu'il en était de ce monde dans lequel il était, avant de lui demander de nous rejoindre. Ça nous paraissait évident. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu à discuter là-dessus. C'était clairement ce qu'il fallait faire. Donc on a cherché, chacun à notre manière, dans notre rapport particulier avec lui, un moyen de le toucher sans l'agresser. Et je pense qu'on a créé comme une confiance. C'est-à-dire que je pense que Théo a pressenti, a ressenti qu'on n'allait pas l'obliger à sortir de l'état dans lequel il était bien. On lui a jamais demandé d'arrêter de se balancer, jamais. Même si c'était terriblement angoissant, jamais. Je ne lui ai jamais dit non Théo, t'arrêtes, jamais. Parce que j'avais aucune raison de le faire. S'il faisait ça, c'est que bel et bien, il en éprouvait le besoin. Enfin, je veux dire par là qu'un enfant qui sort du langage, de tous les langages, pas uniquement la parole, mais qui sort du langage visuel, gestuel, qui n'est plus dans le langage, il n'a plus comme moyen de communication avec les autres que son comportement. Si moi, je lui demandais d'arrêter ces comportements qui peuvent paraître angoissants pour nous, eh ben je le bâillonne, bel et bien, définitivement. C'est-à-dire qu'il n'a plus la parole, il n'a plus le regard, et en plus, il n'a même plus ses comportements pour m'exprimer son mal-être, son bien-être. C'est le seul lien qui me reste avec lui, de lecture, pour l'aider, et pour communiquer moi. Donc, quand Théo allait mal, eh ben ma foi, il avait un comportement violent, et ben je savais qu'il allait mal. Parce que s'il n'avait pas eu ce comportement violent, je n'aurais pas su qu'il allait mal, et j'aurais rien pu faire pour lui. Je me suis absolument persuadée. Je sais que la clé a été là, la clé pour ramener Théo vers nous, sans le brusquer, sans l'obliger, mais lui donner envie de revenir dans le monde, ça a été là, de ne pas le bâillonner par des comportements soi-disant adaptés, ou qui ne nous auraient pas choqués. Voilà. Donc quand Théo, donc on a appris à le lire, on a appris une langue finalement, un nouveau langage lié au comportement de Théo. Il ne nous a pas complètement sortis de son univers, on était là. D'ailleurs, à cette époque, on se disait que Théo ne nous aimait pas, au sens, on a l'habitude de l'entendre par rapport à ses enfants, mais qu'il nous utilisait, qu'on était des outils, on était un complément, on était la main qu'il n'avait pas avec laquelle il était malhabile, et que nous, on remplaçait cette main. Mais ça a permis de garder le contact, et qu'il continue à s'habituer à nous, et qu'il continue à prendre conscience de nous, et qui compte sur nous. Et puis finalement, il a inventé, il a trouvé une solution. C'est lui qui a trouvé la solution, c'est lui qui nous a sortis de là, c'est clair. On a fait tout ça, mais celui qui a trouvé la solution, c'est lui. Il a inventé un langage. Et ça, j'en ai des frissons à en parler, tellement c'était magique. Et il a créé des mots. Voilà. Alors avec sa petite hypotonie labiale, c'était juste magnifique. On aurait dit le langage des Indiens d'Amérique. Awayaye était wayayapo, popo awayaye pas. Bon, alors au début, on dit qu'est-ce qu'il nous fait, quoi. Et puis les mots reviennent par rapport à des situations. Donc comme on aurait été dans un pays étranger, on a appris sa langue, quoi. Oui. Coucou, coucou. Coucou les poissons rouges, pas des piyoyos, poissons rouges. Ah, Cléo. Une grenouille. On l'écrivait, on a créé un dictionnaire, quoi. On apprenait ces mots, mais c'était magique, quoi. Bonjour Théo. Théo revient. Théo est là, Théo nous parle. Il peut dire qu'il a froid, il peut dire qu'il a faim, il peut dire qu'il est fatigué, et il revient vers nous, quoi. C'était une deuxième naissance, quoi. C'était une deuxième naissance. Puis c'était tellement poétique, c'était tellement beau, quoi. C'était un magnifique cadeau qu'il nous a fait, quoi. Et on l'a vraiment pris comme tel tout de suite, voilà. Alors bon, bien sûr, il restait colérique, il restait Théo quand même, et il restait fragile, on n'avait toujours pas le droit de le toucher, mais bon, on n'allait pas faire l'effet une bouche par rapport à ça. Donc, le vocabulaire s'est étayé, et puis ces mots sont devenus des phrases, alors des phrases à la Théo, fallait suivre, et elles ont amené des rituels, des écolalies, des rituels, des stéréotypies, qui ont aussi permis d'instaurer une vie familiale avec lui. C'est-à-dire que
Les stéréotypies, c'est pénible, hein, faut le vivre, hein, c'est envahissant, ça régule toute une famille. Mais avant cela, finalement, on n'avait pas accès à la vie de Théo, à l'organisation de ses journées. Du moment où il a installé des stéréotypies, avec le langage, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'écolalie, on a pu installer quelque chose de commun. Alors donc une manière de se lever, une manière de se coucher, une manière de s'habiller. Et comme on répétait, on a interagi avec lui, ça a vraiment créé un lien au niveau de la famille. Voilà. Donc on était en train de faire ce qu'on rêvait de faire, rentrer dans le monde de Théo, avec son langage, avec ses besoins, etc. Quand c'est devenu un petit peu envahissant, parce que quand on installe un rituel, bon, c'est beau, mais donc il est rassuré, puis après l'angoisse revient. Donc il faut en rajouter un petit bout, puis on en rajoute un petit bout. Si on se laisse faire, la journée est ritualisée. Donc attention, il y a quand même 4 autres enfants derrière, une vie, donc il faut faire attention à ça. Et puis surtout, au lieu d'être rassurant, ces rituels deviennent enfermants, voire même angoissants, parce qu'on finit par se tromper dans l'ordre, dans la manière de préparer le biberon. Ouais. Si on met le chocolat avant de mettre le lait, mon Dieu, c'est terrible pour Théo. On a l'impression de le mettre en miettes, quoi. Donc petit à petit, on lui a proposé des choix. Alors c'était épuisant parce que ces choix créent des angoisses, qui créent des cris. Et les angoisses chez Théo, c'est pas juste des angoisses comme on peut avoir nous. Les angoisses chez Théo créent des hurlements, mais aussi de la violence envers lui-même. Hein, il s'arrache les cheveux, il se mord les bras, il se tape la tête sur les murs, sur un radiateur, il se fait des suçons jusqu'à exploser la peau. C'était fort, quoi. Donc on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie de créer ces angoisses. Donc on est un peu sur la corde raide tout le temps, ça crée une espèce d'ambiance pas cool, quoi. Donc on est toujours en train de chercher cet équilibre entre aller vers Théo, trouver des solutions, mais en même temps le ramener vers nous, faire en sorte que ce soit viable. Donc voilà, donc on passe donc du rituel naissant au rituel rassurant, au rituel enfermant. Voilà. Et là, quand on arrive à ce stade, qu'on en prend conscience, hein, parce que nous on est dedans aussi, c'est pas facile d'avoir toujours le recul nécessaire pour réaliser des choses, quoi. Donc quand on réalise que ce rituel est enfermant, et que donc, puisqu'il est enfermant, il finit par devenir angoissant, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc là, il faut casser le rituel. Eh bien bonjour, hein. Bonjour le travail. Là, il faut proposer, il faut donner du choix, chose qui terrifiait Théo, encore aujourd'hui d'ailleurs. Le choix, c'est quelque chose de monstrueux pour lui, c'est un vide abyssal, le choix. Quoi ? J'ai le choix, qu'est-ce que je vais faire ? Donc on a dû proposer ce choix. C'est-à-dire le bousculer, l'agresser un peu, quoi. Et puis petit à petit, malgré tout, dans le choix, il avait encore, le sentiment que c'était lui qui maîtrisait les choses. Donc finalement, même le choix a été ritualisé. Je réalise ça en parlant. On a même ritualisé finalement l'option du choix. Mais bon, on n'a rien sans rien. Petit à petit, il a admis que, ma foi, on pouvait, au lieu de prendre le biberon avec la bague bleue le soir, prendre le rouge. Et pourquoi pas le jaune ? Tiens. Et que finalement, il n'allait pas disparaître pour autant, quoi. Donc c'était juste révolutionnaire dans notre façon de fonctionner. Le biberon bleu n'est pas propre. Ah, il va pouvoir prendre le rouge. Ça paraît anecdotique là maintenant, mais c'était fondamental pour nous. C'était un pas de géant, quoi. Ça voulait dire que c'était possible, quoi. C'est-à-dire qu'il ne nous avait pas montré tout ce qu'il était capable de faire. Il était encore capable de sortir de là. Du coup, ça ouvrait un nouveau possible pour nous. Et on s'est engagé dedans, quoi. Voilà, et donc tous les petits rituels naissants, et il y en avait pléthore, quoi, il y en avait pour tout. Le rituel du bain, le rituel de la voiture, le rituel du coucher, le rituel de la nourriture, hein, la perpétuelle angoisse de la nourriture, des odeurs notamment. Il ne fallait pas faire à manger du chaud pour Théo, parce que le chaud sent fort, quoi. On lui faisait prendre conscience de ces rituels, on lui montrait que c'était lui qui faisait ça, et que donc il pouvait là aussi arrêter, quoi. Et je me souviens d'un rituel qui était très fort. Quand il a été plus grand, qu'il a géré ses rituels tout seul, il regardait des films, donc des petits films ou des moyens films ou des grands films, selon le temps qu'il avait avant de se coucher. Et quand le film était fini, il fallait absolument qu'il vienne nous voir pour dire « Est-ce qu'il était long ?» Toujours sur le même ton. J'aurais pu les enregistrer, les uns après les autres. Il a fait ça pratiquement 2 ans, tous les soirs. Je pense que si j'avais enregistré cette phrase tous les soirs, qu'on les avait collées les unes sur les autres, aucun n'aurait dépassé l'un de l'autre. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Tellement, c'était... Est-ce qu'il était long ? Je l'ai encore. Hein. Et c'est anodin comme phrase. On l'a laissé faire, après tout. Si ça permettait qu'il se couche avec le sourire, c'était pas cher payé, quoi. Est-ce qu'il était long ?
Et puis un jour, on parlait, donc il était grand, on était dans le langage, et on lui a dit, Théo, et si tu essayais de ne pas nous demander s'il était long, ça te permettrait de rester dans ton lit bien au chaud, puis de t'endormir sur ton film. Tu veux essayer? Ah, oui, j'essaierai dans 10 jours. C'était important pour lui, 10 jours, c'est pas 9 jours, donc dans 10 jours. C'est lui qui décide. Donc on attend 10 jours. Je lui dis, Théo, est-ce que tu vas essayer ce soir de ne pas dire est-ce qu'il était long? On va voir, essaye. T'es pas obligé, essaye. Alors il a dit oui, je vais essayer. Alors le premier soir, au bout d'un moment, il me dit, est-ce qu'il était long? J'ai pas réussi, maman. Je dis, mais c'est pas grave, Théo, tu réessayeras. Et puis, je sais plus combien de temps ça a duré, c'est loin tout ça. Et puis un jour, on le voit pas venir. On était couchés, on regardait un film dans notre chambre, et puis on le voit pas. Et on se dit, non, il a réussi. Puis dans la nuit, il devait être 1h du matin, j'entends un petit bruit. J'ai une oreille de souris, j'entends tout. J'entends un petit bruit à la porte, alors je me lève, et là, je vois mon Théo, comme ça, devant la porte, en culotte et t-shirt, tremblant, il était gelé. Est-ce qu'il était long? C'était terrible. C'était terrible parce qu'il avait tellement envie de réussir, mais c'était tellement pas possible. C'était tellement trop dur pour lui, quoi. Il s'est rendu compte. Il était pris dans cette espèce de double mouvement, de vouloir progresser et d'en être incapable, quoi. C'était incroyable, quoi. Quelle émotion de le voir ce jour-là, parce que j'ai réalisé l'ampleur du travail quotidien qu'il faisait. Parce que quand on le voit, quand on est avec lui, on est dans l'interaction, on réalise pas tout ce qu'il vit, lui, intimement, de solitude, dans son combat, quoi, pour essayer d'être ce qu'on attend de lui. Il est comme tout le monde, Théo, finalement. Il aimerait qu'on soit fier de lui, etc. Et là, c'était énorme, quoi. C'était l'illustration de son combat intime pour être comme on attendait qu'il soit, quoi. Ah oui, t'es tout sale. À cette époque, on était beaucoup sur le net, à la recherche de renseignements sur l'autisme, parce que on a tout de suite mis le mot autisme dessus. Ça a été les peu de définitions qu'on a lues sur le net, c'était notre fils, c'est clair. On lisait notre enfant. Voilà, le regard qui s'en va, les balancements, les ronronnements, les régressions, les stéréotypies, tout était là pour nous définir un enfant autiste. Donc on a essayé de partager sur des forums, etc. Et là, on s'est un peu confronté à l'envahissement du comportementalisme qui était très 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 présent sur le net, et avec lequel on avait beaucoup de mal à s'entendre. C'est-à-dire que c'était pas du tout l'option qu'on avait choisie. On n'allait pas du tout sur le même chemin. On était même pour carrément l'opposé. Faut dire les choses. Et puis les discussions n'étaient carrément pas possibles, quoi. Voilà, en gros, on était jugés fortement, même accusés, voire même menacés. Donc très vite, j'ai fermé la fenêtre du net pour pas que ça parasite mon énergie, ni ma confiance en moi. Voilà, c'était tant pis. Voilà. Donc on était extrêmement seuls, vraiment, vraiment seuls. Les spécialistes de quoi? Les spécialistes, on n'en a pas beaucoup rencontré qui connaissaient grand-chose à l'autisme. Je n'ai jamais été d'accord avec ce qu'on m'a proposé, que ce soit des médecins, que ce soit des pédiatres, que ce soit des neurologues, que ce soit des ORL, que ce soit même le centre de diagnostic d'autisme de la région dans laquelle j'étais. Aucun d'eux n'a eu une proposition à me faire qui semblait aller avec ce qu'on avait mis en place pour Théo et qui semblait marcher. Donc j'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas facile. C'est pas facile de dire non à des spécialistes, c'est pas facile de dire non et de prendre la responsabilité de ce non. Il faut assumer ça, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi, et moi j'avais confiance en moi, j'avais confiance en mes enfants, et surtout, j'avais confiance en Théo. Théo nous avait montré qu'il était capable de vivre avec son autisme. Parce qu'il est là la question, elle est là toute la question. Il n'est pas question de lui enlever son autisme, qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'enlève pas une partie d'un individu à un individu. Il est né comme ça, il est cette personne-là.
Je dis, ça dérange qui? Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, il n'y a pas de raison que ça le dérange. Donc, vas-y mon grand, montre-nous qui tu es. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait. Il est revenu, avec l'aide d'une orthophoniste, il a redressé son langage. Très bien, il parle très très bien, Théo. Il a un langage très châtié, très nourri, il aime les mots. Bon, il est dans une famille de bavards, ça aide. Voilà, et puis, petit à petit, il a réussi à faire cohabiter son monde, qui est encore très présent, et notre monde, voilà, et à naviguer de l'un à l'autre, nous permettant, par la même occasion, de temps en temps, d'entrer dans le sien. Merci, c'est fabuleux. Le monde de Théo est très très beau. Je suis très très heureuse d'avoir eu le droit de le connaître et de le partager avec lui. Quelle chance j'ai, quoi, d'avoir pu approcher cette autre manière de voir les choses, de percevoir la lumière, la durée du temps qui est différente pour lui. Grâce à son goût prononcé pour un petit appareil qu'on a déniché pour 1 euro à Emmaüs, qui était une espèce de jeu d'alphabet électronique avec une voix féminine très douce et qui égrenait quelques questions. Il avait 3 possibilités de jeu. C'est l'ordre de l'alphabet, quelle lettre avant A, quelle lettre après B, ou quel mot commence par ça, ou par quelle lettre commence tel mot, etc. Et ce jeu, il y a joué 5 heures par jour pendant des mois. Et c'était un jeu qui avait cette particularité de rendre Théo très calme. C'était un jeu apaisant, contrairement à d'autres jeux qu'il a pu avoir, de pousser son chariot qui l'énervait parce qu'il tapait dans le mur, ou des jeux qui le mettaient face à des énervements perpétuels. Ce jeu-là était extrêmement apaisant. Et même cette voix qui aurait pu nous énerver était devenue presque notre amie, quoi. La première lettre du mot jupe. Ya. J est la première lettre du mot Ça, jupe. Maman, elle a une jupe, oui, j'ai une jupe, chérie. Trouve la première lettre du mot glypho. ya. X est la première lettre du mot glypho. Trouve la première lettre du mot igloo. Ya. I est la première lettre du mot igloo. Ouais. C'est quoi ça? D. D, bravo. Oui. Et ça? Ya. Et ça, c'est quoi? U. Oui. K. 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 Oui, comme Karim. Kali. Voilà, Karim. Comment tu écris Karim? K. Oui. R, Oui. M, Non, I d'abord. T'as oublié le I. Oui, et maintenant M. Oui. Bravo. Et c'est là qu'on a réalisé d'abord sa mémoire phénoménale, quoi, et puis sa capacité à gérer les différents boutons qu'il y avait. Juste après ce jeu, on lui a proposé un ordinateur. Parce qu'il allait déjà jouer sur nos ordinateurs, mais bon, on faisait très attention à ce qu'il faisait, on avait peur qu'il fasse des bêtises. Donc on lui a installé un ordinateur pour lui. Là, ça a été incroyable. Ma mère lui avait offert pour son Noël un clavier Berchet, c'est un clavier prévu pour les petits, avec des gros boutons, des machins. Ça a été fabuleux, le temps que ça a duré, c'est-à-dire 2 mois. Et après, il a passé au clavier normal, la souris. Et là, on était juste sidérés, quoi. Et avec quelle aisance il a pris possession, il a pris en main cet ordinateur. La souris lui a posé aucun problème, il a manipulé le clavier, il allait sur le net, il téléchargeait des choses, il installait des programmes, il allait les chercher dans des dossiers cachés. Mais comment il savait ça? Il nous avait vu faire une fois, quoi. Il avait trouvé une manière de donner un sens à nos actions, alors qu'il n'y avait pas de mots dessus, parce qu'il n'était pas dans le langage encore, hein. Quoi qu'il en soit, il s'est mis à jouer à des jeux de voiture. On a trouvé un petit site en ligne qui s'appelait Poisson Rouge, qui doit exister encore maintenant, qui proposait des puzzles en ligne, hein, des jeux de mots, d'alphabet, des mémories, des trucs comme ça. Et tout ce qui, en temps normal, le rebutait littéralement à la maison, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de puzzle. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ne lui proposez pas un puzzle, ça l'en fout. Il ne comprend même pas l'intérêt d'un puzzle, c'est simple. Donc ça l'énervait, il voulait rien. Aucun des jeux qu'on a pu lui acheter ne lui a plu. Il n'a jamais joué aux jeux qu'on lui a achetés. Mais là, par l'intermédiaire d'un écran froid, carré, hein, sans émotion, tout était possible. Alors, il ne fallait pas trop qu'on s'en mêle, il ne fallait pas que l'ordinateur tombe en panne. Quelquefois c'est arrivé, tout le quartier savait. Hein.
Mais il pouvait rester, voilà. Donc il a appris à apprendre. Ça paraît bête de dire ça comme ça, mais il a appris à apprendre. Il a appris que s'il prenait du temps pour apprendre quelque chose, ça lui ouvrait quelque chose, et il apprenait, etc. Et quand il ne savait pas, il est venu me demander. Miracle. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, la parole, le langage, la communication était utile, ça avait un intérêt, puisque ça l'aidait à ouvrir son monde sur l'ordinateur. Et c'est là que je me suis dit que, bon ben, tiens, et si on en apprenait plus, hein. Alors, entre ce moment où je me suis dit ça et le moment où ça a pu se faire, il y a eu quelques mois, voire quelques années, parce que Théo a toujours eu un ennemi. L'ennemi le plus grand de Théo, c'est la peur de l'échec et la peur du nouveau. Les deux, voilà, les deux liés ensemble, qui vont souvent de pair. C'est terrible, quoi. Donc, dès qu'on lui proposait d'apprendre, ça le mettait dans des angoisses. Quand j'ai commencé l'apprentissage scolaire avec lui, je pense que, en gros, je devais passer à peu près 1h30, 2 heures à le rassurer, et il y avait 10 minutes, un quart d'heure de cours. Voilà, c'était ça. C'était épuisant. Alors, je trouvais des petits rituels pour le rassurer. Parfois, pendant 15 jours, je ne pouvais pas accéder aux apprentissages, tellement il était dans le refus de la nouveauté, la peur. Et puis après, pendant 15 jours... Alors par contre, on pouvait s'arrêter 15 jours, voire même un mois, mais quand on reprenait, tout était encore là. Il n'y avait pas d'oubli. Par contre, il fallait tout numéroter. Si on en était à la leçon 5, il fallait prendre la leçon 6. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça a été sa motivation principale. On en est à 7, je suis pressée d'être à 10, donc on va faire vite, voilà. Donc les chiffres sont interférés dans notre manière d'organiser notre apprentissage, quoi. Qui ont été la fondation, je pense, permanente, et je pense encore aujourd'hui, même si c'est pas visible forcément, mais permanente de l'entrée de Théo dans notre monde. Je pense que les chiffres, je pense que Théo est mathématique, voilà. Tout est chiffré pour lui. Le temps, bien sûr, c'est pareil, presque évident, quoi. Le côté linéaire du temps est chiffré, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, parce qu'il est dans le négatif, il est dans le zéro, il est dans l'absolu. Enfin, les chiffres, c'est un jeu pour lui, hein. Il est très à l'aise avec. Dans les pourcentages, je suis à 50% de ma capacité à supporter ça. Il le dit de cette manière, où je suis à 2/3 ou à 5/10. Et il se balade là-dedans. À l'époque, il ne connaissait rien, hein. Il avait un savoir très hétéroclite. Enfin, il y avait des choses, des domaines sur lesquels il était très savant, puis il ne savait pas ce que c'était qu'un château, qu'une princesse, qu'un tableau, que du cirage, ou un tableau noir. Enfin, une craie. Il y avait plein de choses qu'il ne savait pas. Mais les chiffres, il jouait avec ça, vraiment, c'était extra. Donc je pense que les chiffres, on en a beaucoup tenu compte. On s'est beaucoup servi des chiffres pour l'aider, quoi. À noter que tout le temps, et encore maintenant, quand Théo apprend beaucoup, dans les apprentissages scolaires, ou quel que soit ce qu'il apprend, il y a souvent, au bout d'un moment, une régression de son interaction sociale. C'est-à-dire que je pense on pourrait imaginer ça comme ça, on est en train de bouger les murs de sa forteresse, enfin de son endroit dans lequel il est bien, on les a écartés, il ne les reconnaît plus, donc il est très angoissé. Donc il a très peur, donc il régresse, il devient irritable, il devient solitaire, il ne faut pas l'embêter dans ces moments-là. Et c'est comme s'il refaisait le plan mental de son univers, de ses connaissances. Et il a besoin de se rassurer. On a un petit moment là qui est difficile. On a mis du temps avant de comprendre ce régression, progression. On a mis du temps avant de comprendre. Au début, on était très angoissés. Depuis 3 ans, Théo est passionné par Minecraft, qui est un jeu donc qui se joue sur l'ordinateur. Et Minecraft est un jeu finalement carré, puisque c'est un jeu de construction avec des pixels qui sont, enfin des gros pixels, tout est représenté par des carrés. D'accord ? Tout ce qu'on construit, c'est des cubes qu'on empile. Même les personnages sont carrés, les animaux sont carrés, tout est carré. Voilà. Et je pense que c'est pas un hasard si ça plaît terriblement à Théo. C'est parce que d'abord c'est lui qui construit le monde, c'est son monde qu'il construit, il bâtit des univers, il bâtit des sociétés, des microcosmes. Et ça l'a passionné. Alors après, maintenant, il est grand, il va sur le net tout seul, il va chercher des vidéos qui lui expliquent ce que c'est, que toutes ces choses qu'il voit sur Minecraft, il ne comprend pas. Il va chercher lui-même, il est curieux, quoi. Il va se regarder des vidéos là-dessus, quoi.
Et il le partage. Et il le partage partage. avec d'autres en ligne. Et Alors- il a des amis. Ah voilà, effectivement, voilà. il Alors, a Minecraft. c'est nouveau. Il voulait jouer en multijoueur, c'est-à-dire en ligne. Hein, c'est-à-dire que là, il va à la rencontre sur le net, hein, qui peut être fabuleux et puis terrifiant, quoi. Et depuis 2 mois, je crois, peut-être même un peu moins, j'ai dit oui. Ah il a vite compris comment ça marche. Il a des serveurs, des numéros, des IP. Enfin, il est bien plus savant que moi là-dessus. Il m'en apprend. Et il a joué en ligne et il a trouvé des copains, je sais pas comment. Ils se sont invités sur Skype et ça papote et ça rigole. Ils sont une petite communauté, mais vraiment, je surveille un peu, c'est clair. Je reste pas loin de la porte pour écouter, j'ai toujours très peur, quoi. Et ils sont gentils entre eux et ça rigole, ils s'organisent. Et c'est une vraie micro-société qui est là. Et Théo est souvent l'organisateur. Il est souvent le liant entre eux, enfin, je veux dire, mon petit autiste à moi, qui est à la base de la naissance de ces relations, enfin, quelle victoire, quelle pirouette, quoi. Oi, 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 bells, meine Städter bells, meine Heimat wo ich all meine kinderische Jahre verbracht. Oi, 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 bells, meine Städter bells, meine Heimat dort, wo ich hab meine kinderische Jahre verbracht. Via mon expérience avec le net, j'ai réalisé à quel point il y avait un vide abyssal d'autres propositions que le comportementalisme. Et j'avais envie de montrer qu'il était possible d'avoir une autre voie. Et puis que justement Théo, à l'époque où j'ai écrit ce livre, où je l'ai proposé, Théo avait 10 ans et j'estimais qu'on pouvait parler de réussite. Avant, j'hésitais, puisqu'on m'avait tellement prédit que ce serait une catastrophe, j'attendais. Mais bon, il s'avère qu'ils ont eu tort et j'ai eu raison, hein, je peux le dire. Donc j'ai eu envie d'écrire un petit livre. Donc un petit livre sans prétention que je destine d'abord aux enfants des écoles primaires et aux maîtresses et aux AVS et à tous ceux qui ont besoin de dédramatiser l'approche de l'autisme et de l'appréhender sans crainte, quoi, sans se dire... Parce que c'est vrai que l'autisme est un monde vraiment très très étrange, c'est déstabilisant parce que ça nous prend en contre-pied. On a tellement l'habitude de tout aborder par l'affectif que quand on n'a pas ce retour de l'affectif, on est vraiment mal, quoi. C'est très très déstabilisant. Il faut savoir que on peut avoir de l'affectif, il faut avoir de l'affectif pour un enfant autiste. Il a besoin d'amour comme tout le monde, il a besoin de preuves d'amour comme tout le monde, mais c'est pas le moteur, c'est pas par ce biais-là qu'on doit l'approcher. Ça, c'est un plus. Voilà. Il faut passer par la compréhension, par la patience, par d'autres façons. Je voulais trouver quelque chose d'autre et j'ai eu cette idée de faire intervenir l'objet autistique de Théo, qui était un T-Rex. Et donc, c'est autre chose qui parle. Donc, voilà. Autre chose dans la vie de Théo, voilà, qui est ce tout petit dinosaure là, voilà. Et puis comme j'arrivais pas à me décider de savoir s'il fallait qu'il soit écrit pour les tout petits ou pour les plus grands, je l'ai fait en 2 parties. La rencontre entre Autre chose et Théo. Autre chose jouait sans langage, hein, qui mieux que lui est à même de parler de la communication, puisque lui il est sans langage. Comment aider un enfant quand on n'a pas de langage ? Et qui découvre le monde de l'autisme, aux côtés de Théo. Donc pour l'instant, je cherche un éditeur, mais comme j'ai eu confiance en Théo quand il était petit, j'ai confiance en ce petit livre, parce qu'il est sans prétention. Voilà, il est... c'est juste la suite, quoi, la suite de ma volonté de communiquer, de partager, et puis de dire aux parents, on y arrive, quoi. Tous les enfants ne sont pas Théo. Théo s'en est sorti, peut-être d'autres n'arriveront pas à son niveau, mais ils arriveront à quelque chose d'autre. Juste, il faut les laisser être qui ils sont, quoi. Voilà, et les accompagner du mieux qu'on peut. Voilà. Der Zee
mirarte, der sei mir geschwiegen, weil ich wir wissen, als erzählt. Quand on a mis un mot, le mot autisme sur Théo, les méthodes qu'il y avait à l'époque qui étaient proposées, elles étaient vraiment très très enfermantes en fait. Et du coup, ça, très vite, on a beaucoup parlé et on était tous d'accord sur le fait qu'elle ne nous convenait pas du tout et que du coup, on n'avait pas d'autre solution que de trouver nous comment être avec lui et qu'en fait c'était beaucoup plus complexe et qu'une méthode suffisait pas, qu'il fallait être attentif à sa personne et du coup au petit garçon plutôt qu'à l'autiste. Après, je sais pas dans quel sens ça s'est fait. Je suis tellement heureuse que les enfants soient là, parce que j'ai eu souvent l'occasion de dire ce que j'avais fait, mais bel et bien, enfin je veux dire, ça s'est joué ensemble. D'ailleurs, que ce soit au colloque, dans mon intervention ou dans mon livre, je dis on parce que c'est vraiment nous tous, c'est vraiment la famille. Je crois qu'on n'a jamais douté du fait que ça allait bien se passer en fait. Que même si y a eu des moments vraiment pas évidents, qu'il y a eu des périodes où Théo il était très fragile, où nous on était très fragiles, je crois qu'on s'est jamais dit que ça allait être insurmontable et qu'on allait toujours trouver une solution pour qu'il aille bien et pour qu'il grandisse bien et qu'il soit serein à sa manière. De toute façon, on s'est jamais, c'était assez tacite, on s'est jamais dit comme c'est un autiste, il faut faire comme ça, et on n'a jamais catégorisé en tant que méthode pour éduquer, vivre avec un autiste. C'était tout, au final c'était juste un petit garçon avec son caractère à lui. De toute façon, il nous faisait du bien, je veux dire, il nous a fait grandir en soi. Il nous a appris à regarder autrement aussi. On était vraiment touchés aussi de la personnalité de Théo. Vraiment qu'il a toujours eu un regard bien particulier, une manière d'être pas juste difficile, quoi, vraiment très très belle aussi, quoi. Il y a une espèce de pas d'innocence, mais presque, de poésie, de justesse, quoi, qui est très apaisante en fait finalement. Et moi qui suis pas quelqu'un de très patiente avec les gens en règle générale, il y a personne avec qui j'ai autant de patience qu'avec Théo, alors que pourtant on pourrait croire l'inverse vu qu'il n'a pas toujours les retours attendus, il n'est pas forcément dans une empathie incroyable, donc du coup des fois ça peut être très frustrant et du coup sembler énervant, mais au contraire moi je sais que ça, en fait ces questions-là se posent pas, on n'attend pas forcément un retour de sa part, on attend juste c'est une démarche altruiste. Oui, il nous a appris l'altruisme, c'est clair. Ouais. C'est clair. Oj dan jeg bodde til tu men maladovan oj da banka solnička romare nije sjajtjom o denti Sifonas revlonia Ljubivirička Ja bepachti